Le fils d'Agatha Moudio chapitre 2. Agatha Moudio avait pris ses précautions avant de venir me rendre visite, elle avait jeté toute une poignée de sel de cuisine dans le feu. À Douala, tout le monde s'est fabriqué la pluie, il suffit de brûler un peu de sel, et aussitôt le ciel se déclenche comme au temps de l'arche de Noé. Pas de ces pluies insignifiantes, auxquelles résiste le premier imperméable venu. Non, de la vraie pluie de saison, de l'eau du ciel tombant en grosses gouttes serrées, et plus personne n'ose sortir. Agatha entra et se mit à me faire réfléchir. Qu'allait dire ma Médie si elle trouvait cette fille chez moi, seule avec moi? Si encore elle était venue un jour de semaine, il n'y aurait rien eu de grave. Ma mère allait travailler au champ tous les jours, et les quelques langues qui se seraient occupées de lui rapporter qu'Agatha était venue chez moi n'auraient certainement pas réussi à l'en convaincre. Mais aujourd'hui, un dimanche après-midi où tout le monde était au village, ce n'était pas le jour à choisir pour me rendre visite, bien que la présente visite me comblât littéralement de joie. « Il ne faut pas que tu restes longtemps ici, dis-je à Agatha. « Non, il ne faut pas. » J'avais à peine fini de le dire que le toit de ma maison se mit à applaudir, si brusquement et si fort que je dus me taire, interloqué. Apparemment, l'opération du sel brûlé avait bien réussi. « Tu ne vas tout de même pas me chasser de chez toi sous une pluie pareille, » me répondit Agatha en feignant la plus complète innocence. « Non, bien sûr que non, » dis-je, en lui jetant un coup d'œil qui en disait long, j'étais sûr que c'était elle qui faisait pleuvoir afin d'empêcher le village de s'inquiéter de sa présence chez moi. Maintenant, il n'y avait aucun danger que ma Médie, qui habitait 2 maisons derrière la mienne, vint remarquer d'elle-même qu'Agatha était chez moi. « Quelle pluie !» dit-elle en se rapprochant de moi. La suite de notre rencontre fut décisive, vous le verrez plus loin. Mais aujourd'hui, en ce dimanche où il pleuvait si fort, j'avais en face de moi une enfant de 17 ans, qui faisait déjà parler d'elle comme peu de gens y arrivent au bout de toute une vie. Je ne souhaiterais jamais à aucune fille d'aucun pays d'avoir la réputation d'Agatha Moudio. Dans notre village, comme dans le sien, tout près du nôtre, ainsi que dans tous les villages des environs, on pensait généralement que l'extraordinaire beauté de cette « créature de Satan » masquait tout le mal qu'elle savait déjà faire. Pensez donc qu'à son âge, elle savait déjà « tout faire ». Donner à l'expression un sens péjoratif a bouleversé les mœurs du monde entier et vous comprendrez peut-être pourquoi ma Médie ne souhaitait pas me voir entretenir de relations intimes avec Agatha, elle connaît déjà l'homme, disait-on en parlant d'elle. Et souvent, l'on précisait, elle va tous les jours au quartier européen de la ville, c'est pour cela qu'elle est toujours bien habillée. Les gens, naturellement, exagéraient un peu. N'empêche qu'Agatha était si célèbre dans son genre, qu'il ne me serait jamais venu l'espoir qu'elle tomberait un jour amoureuse de moi. Mais lorsque cela lui arriva, je fus si heureux de le savoir, que j'en oubliai d'un coup tout ce que j'avais entendu dire au sujet d'Agatha. Je crois que n'importe lequel des hommes de chez nous, n'importe lequel de ceux qui disaient le plus de méchanceté en parlant d'elle, aurait eu la même réaction que moi. Les hommes sont ainsi. Quand une femme leur dit son penchant pour eux, ils s'empressent d'avaler la dose d'oubli qu'il faut pour pardonner et se laisser aimer. Cet amour qu'Agatha avait pour moi datait du jour fameux où j'avais osé dire aux chasseurs blancs qu'ils ne sortiraient pas de notre village avec les singes de notre forêt s'ils ne payaient pas ce que le chef Mbaka leur demandait. Un peu d'argent pour le sel de notre communauté. La voix du courage porte au cœur. Agatha était là, sur la place, au moment de cette inoubliable entrevue. Comme tout le monde, elle avait admiré ma fermeté. Plus que personne d'autre, elle avait apprécié mon torse nu brillant au soleil, mon courage, tout ce qui avait déterminé les chasseurs à prendre en considération la requête du chef de notre village. Plus que personne, elle m'avait admiré, et j'aurais voulu te le dire, ou simplement te le faire comprendre à ce moment même, devait-elle m'avouer plus tard, mais je ne pouvais pas le faire, il y avait tant de gens autour de toi. Qu'est-ce que les gens étaient venus chercher autour de moi juste à ce moment-là, je me le demande. Puis j'allais passer 15 jours à Newbell, 15 jours pendant lesquels je fus employé à divers travaux forcés de nettoiement de la ville pour le compte de l'administration coloniale. Agatha vint me voir à la prison, de temps en temps, et m'apporta des paquets d'amour naissants et d'oranges mûres. Je n'oublierai jamais ce temps-là, je découvrais soudain que la fille sur laquelle se braquaient tous les yeux des 3 et 4 villages voisins m'aimait, moi, et qu'elle n'aimait que moi. Ma prison en devint un peu plus supportable, malgré les traitements peu humains dont je fus presque continuellement l'objet durant mon séjour. Et l'on continuait à dire qu'Agatha n'était pas une fille, mais le diable en personne. En sortant de prison, je décidai de rompre avec l'idée bien répandue, et absurde, selon laquelle aucun homme sensé ne devrait songer à avoir de relations sérieuses avec cette jeune fille. Et j'allais en parler à ma Médie. « Jeune fille, me répondit ma mère. Tu t'imagines donc avoir affaire à une jeune fille, simplement parce qu'elle t'a apporté des oranges quand tu étais en prison? Je suis sûr qu'elle est aussi pure que n'importe quelle autre fille, qu'elle soit de notre village ou du sien. Qui t'a dit qu'elles sont pures? Qui t'a dit cela? Mon fils, si ton père était encore en vie, il te dirait qu'il n'existe plus de filles pures de nos jours. Mets-toi cela dans la tête une fois pour toutes, la pureté, c'était de mon temps. Seulement, même aujourd'hui, il y a des filles qui savent encore se respecter. Elles ne font pas toutes comme Agatha,
elles ne vont pas se pavaner au quartier européen pour se faire inviter par le premier blanc venu. Et moi, je ne voudrais jamais avoir pour bru une créature comme celle-là, qui fait tout simplement la honte de sa famille. Son père, tu sais, son père, il la laisse traîner parce qu'il en a assez d'elle. Je me taisais. Ma Mehdi alors continua, après avoir repris son souffle. Pour le moment, son père ne sait plus ce qu'il doit penser à son sujet. Il croit que si elle est comme elle est, cela ne doit pas être naturel. Il croit qu'il y a un sorcier là-dessous, qui malmène sa fille, et il espère mettre la main sur le mauvais esprit un jour. Mais crois-moi, le jour où il sera convaincu qu'il n'y a pas de mauvais esprit dans l'ombre de sa fille, tu le verras mettre Agatha à la porte de chez lui. Attends, tu verras. Pour l'instant, elle ne vaut pas cher, et ce n'est pas à toi d'aller t'encombrer des déchets laissés par d'autres hommes. Ne dis plus cela, Agatha n'est pas ce que, dis-moi qu'elle n'est pas ce que l'on en dit. Ce n'est pas moi qui vais te rappeler toutes ces aventures. Outre ses promenades au quartier européen, tu sembles oublier son inexplicable histoire avec Edman, le chef des manœuvres de la voirie. Un homme comme celui-là, un homme qui n'est rien et qui n'a rien, et qui n'est même pas de chez nous. Agatha se laisse emmener par lui, et tu me dis qu'elle n'est pas ce que je pense, et qu'elle ne mérite pas que je t'éloigne d'elle? Ma Mehdi avait raison. Je n'avais pas pensé au scandale qu'Agatha avait provoqué quelque temps auparavant, lorsqu'il s'était révélé qu'elle avait été embarquée par Edman. Personne chez nous ne le lui pardonnait. Une jeune fille comme il faut n'a pas à se laisser emmener par n'importe qui. Et Edman, qui n'était qu'un employé de la voirie, et qui travaillait debout toute la journée, même sous la pluie quand il pleuvait, et qui par surcroît n'avait même pas l'avantage d'être de chez nous, Edman était n'importe qui. Cela avait été une affaire dégoûtante. Je me souvins, en entendant ma Mehdi me la rappeler, de la honte que nous avions tous eu à l'idée qu'une descendante de Bilé, fils de Bessanguet, s'était abaissée à ce point, entraînant dans l'ignominie le souvenir de l'ancêtre irremplaçable. Dans notre village, nous nous étions consolés en nous disant qu'après tout, les gens de chez Agatha appartenaient à une branche de l'arbre généalogique tout à fait différente de celle dont nous étions descendus. Nous avions tenu bon dans cette façon d'expliquer les extravagances des filles de Bonacamé, et grâce à cette philosophie de fuite, nous en étions peu à peu arrivés à considérer que le scandale ne nous regardait que de loin. Je vous dis, une affaire dégoûtante. Je me demande pourquoi le père d'Agatha ne la renvoya pas de chez lui après cette histoire. Et là, devant ma mère, je sentis la sueur me dégouliner du front, rien qu'au souvenir de l'aventure avec Edman. C'est vrai, dis-je, c'est vrai, j'avais oublié tout cela. Je m'essuyai le front. Ma Mehdi avala de la salive, satisfaite. Son fils n'en était pas encore arrivé au point de lui désobéir, comme le faisaient souvent ces mauvais garçons qui s'imaginaient qu'à 22 ans, ils ne devaient plus en faire qu'à leur tête. Ma Mehdi considéra ma déception, et eut pitié de moi, mais elle n'entendait pas céder le moins du monde. Vous l'avez entendu, je ne voudrais jamais avoir pour bru une créature comme celle-là. Vous, qui connaissez ma Mehdi, vous savez qu'elle pensait vraiment ce qu'elle venait de dire, et que pour rien au monde, elle ne voudrait changer d'avis. Pour rien au monde, mais attendez la suite de mon histoire avant de jurer. Pour ma Mehdi, j'étais le fils unique d'un mari décédé en ne laissant à sa femme que ce fils unique, et aucune autre richesse. Pour elle, j'étais le beau temps de la vie, qui devait se conserver beau et pur toute la vie. Il est la prunelle de ses yeux, disaient les gens en parlant de moi et de ma mère. Tout ce qu'elle faisait au monde était fait pour mon bonheur. Pourtant, elle ne m'aurait laissé, à aucun moment, le loisir de penser que je serais jamais un enfant gâté. Si tu n'aimes pas l'école, tu n'iras pas à l'école. Mais, fils, c'est toi qui gagneras toi-même ta vie, par n'importe quel moyen honnête. Ne compte pas sur moi pour t'aider à devenir un fainéant, quel que soit l'amour que j'ai pour toi. Je n'aimais pas l'école, et je n'allais pas à l'école. Du moins, je cessai d'y aller dès que je sus compter suffisamment bien. Le grand air et la haute mer m'appelaient, et rapidement, je dis adieu au banc, aux camarades plus patients que moi, et au tableau noir que je n'oublierai jamais. À 15 ans, je devins pêcheur, et dès cet âge, je connus l'extraordinaire aventure de la pêche en haute mer, avec des vagues hautes comme des montagnes, et la frêle pirogue à la merci du bon Dieu, et les soirs sentant le poisson fumé, et la solidarité d'hommes courageux, avec pour idéal commun celui d'entretenir la vie d'autres hommes, au péril de leur propre vie. J'étais un homme courageux et l'orgueil de ma mère à qui l'on rapportait que j'étais le plus fort des pêcheurs de mon âge. Et depuis qu'elle me considérait comme un homme véritable, ma Mehdi se faisait de moi une image qu'elle voulait immuable. Tu n'es pas le fils du riche qui fait tout ce qu'il veut, simplement parce qu'il a de l'argent et que rien de ce qu'il fait ne choquera personne. Non, tu es seulement mon enfant, et le plus digne des fils de ce village et des environs. Et ce que tu feras choquera tout le monde si ce n'est pas bien fait, car tu n'auras pas d'argent pour coudre les bouches et couper les mauvaises langues. Ma mère me répétait cela chaque fois qu'elle me croyait parti sur une route qui n'était pas la bonne, selon elle et les autres gens. Je ne pouvais pas désobéir à ma Mehdi. Elle était ma mère, avec tout ce que cela pouvait comporter de respect et de reconnaissance. Je perdis mon père alors que je n'avais pas plus de 6 à 7 ans. Il t'aimait beaucoup, me dit toujours ma Mehdi.
C'est vrai, il m'aimait beaucoup, il l'avait souvent confié à un de ses amis, Tanga. Et Tanga, après la mort de mon père, longtemps après même, ne cessait de dire à tout le monde, chaque fois qu'il me trouvait en compagnie d'autres personnes que, de sa vie, il n'avait encore jamais vu d'amour paternel aussi grand que celui de mon pauvre père pour moi. Ce devait être vrai. Mon père n'avait-il pas, avant de mourir, et avant qu'il ne fût encore temps d'y penser, songé à la femme qui devait être mienne plus tard? Non, il n'avait pas écrit le nom de ma future épouse dans son testament. Mon père eût été d'ailleurs bien embarrassé, car autant que je sache, il n'était point allé à l'école, et ne pouvait donc pas savoir écrire. Mais chez nous, le meilleur testament écrit n'avait guère la force de la parole de l'homme devant la mort. La parole signifie la vie qui continue, et que l'homme doit respecter à tout moment, parce qu'elle est la seule chose d'ici-bas qui ne passe guère. Les hommes qui savent écrire perdent ce profond respect de la vie. Ils savent que leur pensée ne se dégradera pas au cours du temps, ils savent que ce qu'ils disent ou pensent aujourd'hui gardera sa forme demain, quels que soient les hommes qui vivront après eux, car l'écriture reste, qui donne une forme immuable à la pensée. Ainsi, la parole, manifestation naturelle de la vie, se trouve remplacée par une invention toute conventionnelle des hommes, l'écriture. On comprend alors que la vie elle-même perd un peu de son importance, et l'on s'explique facilement les guerres mondiales décimant des millions d'hommes, ou plus modestement mais guère plus respectueux de la vie, les vols à main armée. En inventant l'écriture, l'homme a cru se mettre à l'abri du temps, il a enfermé sa pensée dans le livre, accordant à celui-ci une confiance grandissante, que rien ne semble pouvoir détruire. Pourtant, le livre ne mérite en rien cette confiance excessive, car dans le fond, il est l'ami le plus indiscret qui soit. Dites-lui que vous venez de faire une découverte, et il se met aussitôt à la divulguer de par le monde, comme si la chose regardait le monde entier. Cette façon de n'avoir de secret pour personne est le plus sûr moyen de n'instruire personne à la fin, chacun sachant bien que ce qui est écrit ne lui est pas destiné, à lui personnellement. Chez nous, nous avions conservé la manière ancestrale de ne communiquer les choses qu'à ceux que nous aimions bien, et avec l'assurance qu'ils allaient faire bon profit de notre instruction. C'est pour cela que la parole gardait et garde encore aujourd'hui une importance que ne lui raviront pas de sitôt les journaux et les livres. La parole acquiert encore plus de puissance à l'heure de la mort, où les mots prennent l'allure d'ordre sacré. Et j'étais là, avec ma Médie, pour l'entendre se souvenir de ce que mon père avait dit quelques secondes avant sa mort. Car tu n'auras pas d'argent pour coudre les bouches et couper les mauvaises langues, dit-elle. Puis elle prit un temps, avant de continuer. D'ailleurs, tu sais bien que ton père, ton pauvre père qui t'a quitté alors que tu n'étais encore qu'un gamin, tu sais bien qu'il t'avait trouvé une épouse avant de mourir. C'était vrai. Mon père, avant de pousser le dernier soupir, avait eu la force de me trouver une épouse pour plus tard, lorsque je serai grand. Écoute Tanga, si jamais l'une quelconque de tes femmes a une fille un jour, je t'en supplie, donne-la pour épouse à mon fils, tu m'entends, Tanga? Et Tanga avait répondu oui en pleurant, voyant que son ami fermait les yeux pour de bon. C'est ainsi qu'à l'âge de 6 ans, je me trouvais déjà fiancé, bien que ma future femme ne fût même pas encore conçue dans le ventre de sa mère. Quelques 3 années se passèrent, avant qu'elle se montrât enfin au jour. C'était Fanny, la première fille de la femme de Tanga, ou plutôt de sa troisième femme, car voyant qu'aucune des 2 épouses qu'il avait, lors de la mort de mon père, n'arrivait à mettre de fille au monde, Tanga, par amitié pour mon père, prit une 3e femme, qui lui donna finalement une fiancée pour moi. Fanny avait maintenant 13 ans. J'en avais 22. Je me demande pourquoi je fis machinalement ce rapprochement, mentalement, pour découvrir qu'Agatha, qui avait un peu plus de 17 ans, me conviendrait certainement mieux, comme épouse, que Fanny. Mais ma Médie me surveillait attentivement. Il y avait entre elle et moi un fil invisible, reliant du matin au soir nos 2 pensées, si bien que ma mère voyait clairement tout ce que je cachais au plus profond de mon fort intérieur. C'est ainsi que je fus surpris de l'entendre dire, comme si elle avait fait mentalement, elle aussi, ce même rapprochement de 3 âges différents, et comme si elle voulait répondre aux questions que ce rapprochement pourrait m'amener à me poser. Tu sais, ce n'est pas parce qu'elle n'a que 13 ans, que tu vas refuser de l'épouser. Au contraire, son âge est un atout pour toi. Une femme, mon fils, ça se travaille. Prends-la pendant qu'elle est encore toute petite, et tu auras tout le temps de la façonner à ta manière, et d'en faire une épouse tout à fait à ta convenance. À 13 ans, elle n'est pas trop jeune pour se marier, crois-moi. Et puis, dis-moi, qu'est-ce qui te presse de te marier tout de suite? Tu peux bien attendre encore 1 an ou 2, et prendre femme lorsque Fanny aura 15 ans, c'est l'âge que j'avais, moi-même, lorsque ton père m'épousa. C'était là que commençaient les divergences. C'est que je n'avais plus l'intention d'attendre 1 an ou 2 pour me marier. Je voulais le faire le plus tôt possible, je crois que je l'aurais fait tout de suite, si ma Médie m'avait donné l'autorisation d'épouser Agatha Moudio. Parfois, l'homme sent si fort le désir de s'affubler d'une compagne au caractère plus ou moins douteux, qu'il en devient sourd au conseil de sa propre mère. Et peu à peu, je devins sourd au conseil de ma Médie, du moins sur le chapitre de la longue attente qu'elle voulait m'imposer. Sourd, c'est une façon de parler, qui ne ressemble pas tout à fait à la réalité,
car l'enfant que je restais aux yeux de ma mère eût trouvé peu de force à se montrer désobéissant, après l'éducation rigide qu'il avait autrefois reçue, et dont les traces, notamment dans le domaine de la sexualité qui lui restait presque totalement inconnu, allaient plus tard avoir des conséquences imprévisibles. Vous verrez tout cela plus tard. Pour l'instant, écoutez-moi plutôt. Si j'épouse Fanny parce que je suis obligé de le faire, dis-je, eh bien, je le ferai, ma. Seulement, que j'attende encore 2 ans, je ne le voudrais pas. Je ne sais pas, moi non plus, ce qui me pressait tant. Aujourd'hui, cela me paraît même ridicule, que j'ai voulu à tout prix me marier le plus tôt possible, juste au moment où ma mère pensait le contraire. C'est d'autant plus ridicule, que je ne savais pas très bien ce qu'un homme faisait d'une femme une fois qu'il l'avait épousée. Quoi qu'il en soit, telle fut ma réponse à ma Médie ce jour-là, je venais de fixer un point sur lequel je me voulais intransigeant. J'espérais par là conduire ma mère à admettre qu'il me fallait une femme, tout de suite, et une femme qui en fût déjà une, non une épouse-enfant. Riche espoir, je continuais dans cette voie naïve de ma pensée. Je me dis que j'amènerais peut-être ma Médie à admettre que cette femme qui en fut déjà une, serait Agatha. Inutile de vous dire que ma mère comprit aussitôt ma tactique. Elle prit alors un air tout à fait dégagé pour me sortir. Si tu la veux tout de suite, mon fils, rien de plus simple, puisque son père n'attend qu'un mot de nous. La position de ma Médie était ainsi nettement définie. Ma brave mère restait d'autant plus fidèle à la dernière volonté de son mari, qu'elle considérait Agatha comme la seule fille au monde à qui je ne devrais jamais faire de proposition de mariage. Astérisque à présent, tandis que la pluie enfermait Agatha chez moi, je me souvenais de ce jour où ma mère m'avait nettement fait comprendre qu'elle ne voulait pas me voir avec elle. Pourtant, malgré mon désir d'obéir à ma mère autant qu'autrefois, quand je n'étais encore qu'un petit gamin, je ne sais quel sorcier de ce monde aurait jamais pu m'aider à le faire convenablement, c'est-à-dire, pour le présent, à renoncer à Agatha Moudiot, et à attendre Fanny, ou alors à l'épouser, tout de suite si tel était mon souhait, et dans ce cas, à me charger moi-même de son éducation. Là, devant Agatha, je me sentais encore plus incapable que jamais de suivre les conseils de ma mère. Elle m'ensorcelait, littéralement, et pendant que dehors le tonnerre grondait, je réalisais pleinement que j'aimais cette fille bien plus que les mots ne sauraient le dire, bien plus que ma Médie elle-même n'aurait jamais su le deviner. Naturellement, je n'avais pas parlé de la réticence de ma mère à Agatha, et bien qu'elle la supposât elle-même, elle ne m'en faisait pas moins des suggestions pour l'avenir, pour notre avenir. Et nous serions heureux, et nous ne devions pas entendre ce que diraient les gens, car les gens avaient la langue bien accrochée au palais pour parler de toutes sortes de choses qui ne les concernaient pas, et elle réussirait à plaire à ma mère qu'elle aimait beaucoup, et nous aurions des enfants, beaucoup d'enfants, tout comme dans la légende de Bill et fils de Bessanguet, notre ancêtre commun, et puis, qui savait? Peut-être qu'un jour, je pourrais devenir autre chose qu'un simple pêcheur. À ce point, je l'interrompis. Tu sais, lui dis-je, je suis pêcheur parce que j'ai moi-même choisi de le devenir. C'est le métier que j'aime, c'est aussi le seul que je puisse faire convenablement. Je n'envisage pas de devenir autre chose. J'aime à me promener par les jours de grand soleil, mon pagne immense autour des reins, en remerciant le ciel de m'avoir créé grand et fort. Je n'aimerais pas devenir fonctionnaire, et surtout, je crois que je ne pourrai jamais le devenir, étant donné le peu de temps que j'ai passé à l'école. Mais de toute façon, j'aimerais bien te voir quitter l'espoir que je changerai un jour de métier, pour aller vers une profession soi-disant plus lucrative. J'aime ce que je fais dans la vie, et ma foi, je pense que le grand air me réussit bien. Et quand nous serons mariés, tu continueras de partir pour la haute mer, sur la mer si dangereuse, pendant des semaines et des semaines, et tu me laisseras toute seule ici? Je lui répondis que tel était le sort de bien d'autres femmes de chez nous, et qu'elles ne s'en portaient pas plus mal. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que je ne savais pas encore ce qu'était le mariage, je sentis un peu de déception chez Agatha. Mais lorsque, quelques minutes après, elle se mit à me raconter sa vie, je compris d'où venait son désir de devenir un jour ce qu'on appelle couramment quelqu'un de bien. Je compris aussi qu'elle fut déçue par ma franchise, et surtout par ma détermination à ne pas changer de position sociale. Elle avait besoin d'un mari qu'elle allait aimer toute la vie, mais en même temps, elle ne lui en voudrait pas s'il avait une de ces situations stables et sans risque qui assurent la tranquillité d'esprit grâce à un portefeuille régulièrement rempli à la fin de chaque mois. Cependant je crois qu'elle m'aimait plus que cela, car sa déception fut éphémère, et elle ne revint jamais dans nos conversations ultérieures. Quoi qu'il en soit, ce jour pluvieux me donna l'occasion de mieux connaître Agatha Moudiot. Tu sais, me dit-elle, je suis la fille de ma mère avant d'être celle de mon père. Je ne voyais pas où elle voulait en venir. Je souris, pour lui indiquer qu'elle venait de dire quelque chose qui ressemblait à un axiome. Un enfant n'est jamais absolument sûr que de sa mère, lorsqu'il ne s'agit pas d'un enfant adoptif. Dans une certaine mesure, donc, il est avant tout l'enfant de sa mère, avant d'être celui de son père. Agatha comprit mon sourire amusé et s'expliqua. Ou ne te moque pas de moi, tu vas comprendre. Mon père, avec ses 4 épouses, ne s'est jamais soucié de mon existence, ni de mon éducation. Si j'ai pu aller à l'école pendant quelques années, si j'ai pu grandir et devenir celle que tu vois en face de toi, c'est grâce à ma mère.
La pauvre femme avait eu 3 enfants de mon père. Maman était la première femme de papa. Une épouse irréprochable, crois-moi, rien à dire. Malheureusement, lorsque les enfants ont commencé à naître, les 2 premiers venus au monde n'étaient pas des garçons. Or tu sais ce que c'est, un homme de chez nous, qui n'a pas tout de suite un garçon, laisse encore à sa femme une chance avec la 2e naissance. Mais si la femme n'a toujours pas la bonne idée de donner un garçon à son mari, alors elle devient impardonnable. Le mari se voit obligé de prendre une autre épouse, avec l'espoir que celle-ci ne manquera pas de mettre au monde le garçon tant désiré. C'est ce que font la plupart des hommes, dis-je. Je savais qu'un jour je serais peut-être obligé de faire la même chose. Mais la pensée que je le ferais peut-être, même si Agatha était ma première épouse, me plongea dans un bref moment de tristesse. Agatha eut la même pensée, j'en suis sûr, le silence qui suivit ma remarque m'en donna la certitude. Dehors, l'eau du ciel tombait toujours. Quel temps, oui, c'est ce que font la plupart des hommes, dit enfin Agatha en soupirant. Il ne peut en être autrement, je l'admets, bien qu'il soit difficile de faire un enfant garçon ou fille sur commande. Pour ce qui est de mon père, je reconnais toutefois qu'il se montra plutôt bon avec ma mère, car il lui accorda jusqu'à une 3e chance. Ce fut alors que je vins au monde, moi que mon père n'attendait pas, puisqu'il voulait un garçon. Mon arrivée déclencha son courroux. On n'avait encore jamais vu un homme dans une telle colère lors de la naissance d'un enfant. Ma mère me raconta, un jour, que mon père refusa de me voir pendant les 2 ou 3 premiers mois de ma vie, et que les gens de la famille de maman allèrent le supplier de me pardonner d'être venu. Ils apportèrent un coq au plumage blanc, 2 cabris, 2 gros signames et un billet de 500 francs qu'ils remirent à mon père pour le réconcilier avec moi. La réconciliation eut lieu au cours d'une fête à laquelle assistèrent les membres des 2 familles. Mais, bien entendu, mon père en voulait aussi à ma mère. Il lui en voulait autant qu'il avait pu l'aimer autrefois. Les hommes sont ainsi, ils ne pardonnent pas à leur épouse de les avoir déçus. Car tu sais, lors de la 3e grossesse de maman, mon père était tellement persuadé que l'enfant attendu serait un garçon, qu'il avait invité des amis lointains quelques jours avant l'accouchement. Tu vois d'ici la tête de tous ces gens qui s'étaient réjouis d'avance, tu vois leur tête lorsque je leur présentais la bonne mine innocente d'un nouveau-né dont personne ne voulait, personne sauf ma pauvre mère, elle se souvenait, elle, de m'avoir porté dans son sein pendant une 10aine de lunes. Mais, coupai-je, la réconciliation et toute la fête qu'elle entraînait, ta mère ne pouvait-elle pas en profiter, elle aussi? Tu ne connais pas mon père, me dit Agatha. Il ne m'en voulait plus, à moi, soi-disant, mais tu sais, dans le fond, il ne m'a jamais pardonné tout à fait. Quant à maman, il lui mena la vie de plus en plus dure, et si la pauvre femme est morte à la suite d'une longue maladie, les mauvais traitements que mon père lui infligea ne l'aidèrent pas beaucoup à s'en remettre, crois-moi. Je suis persuadé qu'elle est morte de chagrin, autant que de maladie. Il y a 3 ans de cela, oui, elle est morte depuis 3 ans. J'avais un peu plus de 12 ans quand ma mère mourut. Depuis, j'ai été abandonné à moi-même. Et toute seule, j'ai grandi, oh, j'ai beaucoup grandi, c'est moi qui te le dis. Je la croyais sans faire d'efforts, tout ce qu'on disait à propos d'elle ne m'était pas inconnu. Mais à présent, je voyais mieux, dans mon esprit, la succession des faits. C'était en effet depuis 2 ou 3 ans que cette petite fille était devenue la personne la plus en vue de la région. C'était donc après la mort de sa mère, que seule ou presque seule dans la vie, avec un père qui s'occupait plus de ses 3 autres épouses et de ses enfants garçons, elle avait peu à peu acquis sa célébrité, une célébrité de fort mauvais goût. C'était là ce que les gens de chez nous n'avaient pas encore pu remarquer. La mauvaise conduite d'Agatha était la conséquence d'une éducation mal conduite, laissée au hasard, aussi, rejeter sur cette pauvre fille la responsabilité de bêtises qu'elle n'aurait pas commises si elle avait eu un père plus intelligent, voilà qui me paraissait injuste au plus haut point. Le soir était venu sous la pluie battante. Du sel, me dis-je, elle a brûlé du sel avant de venir, mais je parie qu'elle a dû en jeter une pelletée entière au feu. Quelle pluie, ciel, quelle pluie! Agatha continuait à parler, doucement, à m'expliquer, ou plutôt à m'exposer son existence, et sa façon à elle d'envisager l'avenir. Et cette fille, qui n'avait rien d'une personne d'âge mûr, me sidéra par la clarté de ce qu'elle disait. Elle était une fille intelligente, et j'eus plus que du plaisir à m'en rendre compte. Tu vois, je n'ai pas eu une vie normale. Allons donc, Agatha, tu parles comme si tu étais déjà une vieille femme de 70 ans, qui regarde un moment dans le trou profond de son passé, et découvre soudain qu'elle n'a pas vécu comme elle aurait dû, ou comme elle aurait pu vivre. La vie? Elle est devant toi. Devant nous, si tu veux, dit-elle. Je tressaillis à cette invitation, en pensant à ma Médie. Oh, je ne la voyais pas ainsi auparavant, continua Agatha, je dois te dire la vérité à ce sujet. Je me disais qu'après une enfance aussi malheureuse, je devrais rencontrer un homme riche, et qui ne songerait jamais à épouser une 2e femme une fois que nous serions mariés, même si je ne lui donnais pas de fils. Je cherchais peut-être un homme qui me rendrait heureuse comme jamais cela ne m'est arrivé, mais je le voulais avant tout riche, et habillé d'un pantalon, d'une chemise, d'une cravate, d'une veste, et avec de beaux souliers aux pieds, et qui donc m'avait dit que cet homme irait travailler dans un bureau, avec des blancs?
Je ne sais plus. Et puis, ça n'a plus d'importance, puisque j'ai trouvé mon homme à présent. Il fera ce qu'il voudra faire dans la vie, mais moi, je veux rester auprès de lui. Mon avenir, ce sera désormais le tien, la loi. Tu feras de moi ce que tu voudras, si tu veux me prendre pour épouse. Elle se tut. Quand une femme en arrive à ce point de son récit, elle se tait. C'est une tactique. Cela lui donne le temps de vérifier rapidement qu'elle n'est pas allée trop loin, et cela la prépare à pousser le soupir de soulagement qui, espère-t-elle, va précéder la suite du discours. Soupir de soulagement qu'elle poussera si la partie adverse se montre empressée d'accepter la proposition qu'on vient de lui faire. Ce soupir peut devenir une marque d'indéniable dépit, si l'homme à qui l'on adresse ne répond pas favorablement à la déclaration. Partant, vous voyez dans quelle situation embarrassante je me trouvais. Répondre d'une manière positive à Agatha, c'était rejeter tous les arguments de ma Médie, qui avait déjà auparavant donné les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas d'une bru de cette sorte. Répondre par la négative, c'était tout simplement impossible. Ne pas répondre du tout? Je n'aimais pas ces solutions détournées, elles ne résolvent pas les problèmes. Je fus plus vague, l'avenir est si mystérieux, Agatha, dis-je. Continuons à nous aimer, et nous verrons les choses se préciser d'elles-mêmes dans le temps. Et puis, toi, tu es encore jeune, tu sais bien que, quoi? Je suis encore jeune? Tu veux dire que je suis trop jeune pour devenir ta fiancée ou ta femme? Je suis jeune, et je te parle comme une grande personne? Et je te dis que si nous nous marions, je t'aiderai à devenir un homme? Je suis trop jeune pour toi, dis-moi, as-tu donc une fille plus vieille que moi à épouser? Et puis, qui t'a dit qu'il te faille nécessairement une vieille femme, comme si tu étais déjà vieux, toi-même? Non, je vais te dire, c'est moi que tu épouseras, parce que tu m'aimes, et que moi je t'aime plus qu'aucune autre femme ne t'aimera jamais au monde. Agatha m'inquiéta un peu par cette manière de m'annoncer que j'allais l'épouser, elle, et pas une autre femme. Je ne sais quelle sensation désagréable parcourut d'un trait mon épine dorsale, comme la jeune fille parlait avec cet air plein d'assurance. J'eus un peu peur. Je me dis qu'avec une femme comme celle-là, l'avenir me réserverait sans doute, entre autres surprises, celle d'avoir à compter avec la personnalité très marquante de ma chère épouse. En somme, si j'acceptais Agatha, je veux dire, si j'acceptais de l'épouser, je m'engageais dans une vie à deux, telle que mes ancêtres n'en avaient jamais connu de pareille, tant il est vrai qu'ils pouvaient aussi bien, de leur temps, se passer de l'avis de leur femme quand ils ne voyaient pas la stricte utilité d'un tel avis. La femme africaine des temps modernes, elle, a quelque chose à dire. Je lui souhaite de placer son opinion à l'endroit opportun de la conversation, afin que son mari, civilisé à 100%, tienne compte de l'avis exprimé par elle. Tout le monde doit profiter du progrès. Mais dans notre village, du temps où j'affrontais le grave problème de prendre femme, les choses n'en étaient pas encore arrivées à ce stade élevé de la civilisation européenne, qui prône sans réserve l'égalité entre les hommes et les femmes d'ici-bas. Tant s'en fallait. C'est ainsi que, réalisant soudain que je n'avais aucun désir de jouer les grands pionniers de l'expansion de la femme africaine, j'arrivai à me convaincre qu'Agatha, même si je l'aimais beaucoup, n'était peut-être pas la femme qu'il me fallait vraiment, dans le contexte de notre petit village. La pensée qu'elle n'était pas non plus extrêmement populaire chez nous ne m'encourage pas davantage à souscrire à la force d'amour qu'elle me témoignait. Écoute, Agatha, dis-je en l'interrompant, écoute, tu me parles exactement comme les Blanches parlent à leurs hommes. Je vois parfois, ici, le dimanche quand les chasseurs viennent chez nous, je vois parfois comment l'une des dames gronde son mari. Tu m'effraies car je pense que tu me ferais la même chose si nous étions mariés. Tu parles peut-être de cette façon-là parce que tu connais les Blancs, mais chez nous, ici, tu sais bien qu'une femme ne dit jamais à un homme, tu m'épouseras, c'est moi que tu épouseras. Et puis, tu sais bien que la chose ne dépend pas de nous, mais surtout de nos parents. Toi, tu n'as plus de mère. Quant à moi, j'ai perdu mon père voici plus de 15 ans, mais cela ne signifie nullement que nous soyons seuls au monde, et autorisés à prendre une décision quelconque au sujet de notre mariage. Il reste tout de même nos familles respectives à consulter. Moi, je propose que nous continuions à nous aimer aussi fort que nous nous aimons à présent, et peu à peu, tu verras, les choses se préciseront d'elles-mêmes. Tout s'arrangera, tu verras, et plus tard, tu pourras me dire que ma proposition est la plus sage. La nuit était maintenant tout à fait venue, mais la pluie d'Agatha continuait toujours de tomber. Que la pluie tombe le jour et empêche les gens de se promener, cela se comprend, mais qu'elle continue de tomber la nuit, alors qu'à ce moment-là elle ne fait de mal à personne, voilà qui me paraît inutile. Et elle était là, présente sur le toit de ma maison, et dans l'unique rue de notre village, et partout dans la nature de chez nous. Si elle continue de tomber ainsi, dit Agatha, demain, les femmes n'auront pas besoin d'aller puiser de l'eau à la rivière. Tous les récipients alignés le long des gouttières doivent être pleins à présent. Je me rappelais alors, tout d'un coup, l'écrasante supériorité de notre village sur ceux des environs. En effet, chez nous on avait quelque temps auparavant installé une borne fontaine, et nous avons de l'eau propre maintenant, dis-je, et non plus de cette eau sale de la rivière comme chez vous autres. Agatha se sentit vexée. Chez nous, me répondit-elle, nous n'avons pas besoin de ces choses venues de l'étranger.
Le ciel a créé la rivière et l'eau de pluie pour notre bonheur, nous en disposons comme bon nous semble. Et puis, termina-t-elle, nous n'avons pas besoin de cette borne fontaine qui sème la discorde parmi les femmes partout où on l'installe. Agatha avait raison, la borne fontaine de chez nous, depuis qu'elle était là, avait créé un nouveau mode de vie parmi les habitants. Dans les pays où les gens sont habitués à l'eau courante dans leurs appartements, on ne se rend pas compte de la véritable révolution qu'est une fontaine publique installée dans un petit village africain. Cet appareil, qui apporte l'eau courante à des populations qui jusque-là ne la connaissaient pas sous cette forme mécanique, tient également les usagers au courant de tout ce qui se passe, non seulement dans la région, mais encore dans le monde entier. Je fais confiance aux gens de chez moi, ils savent tout des événements, petits ou grands, qui surviennent sous n'importe quelle latitude. Mais les hommes ne possèdent pratiquement jamais l'exceptionnelle faculté d'information gratuite des femmes de chez nous. Si vous voulez savoir qu'Ebanda a battu sa femme cette nuit comme jamais femme ne fut battue par son mari, si vous voulez apprendre que le vieux Ebumbu va prendre sa troisième femme, et que celle-ci vient de chez les Bakoko, et qu'elle est de 30 ans plus jeune que lui, si vous voulez apprendre que le chef de la localité voisine manque d'honnêteté parce qu'il a vendu un terrain qui ne lui appartient pas, si vous voulez apprendre tout cela, avec les commentaires que ces nouvelles sensationnelles suscitent, alors, allez à la borne fontaine et là, vous apprécierez le progrès à sa juste valeur. Non, dit encore Agatha, nous n'aimons pas ce genre d'appareil qui sème la discorde parmi nous. Si tu crois que les bagarres auxquelles les femmes se livrent à la fontaine publique, pour un oui ou pour un non, sont de nature à faire préférer l'eau des Blancs à l'eau de Dieu. C'est vrai, car il se passait parfois des choses obscènes à la fontaine publique. À propos de rien. Il suffisait, par exemple, qu'une femme trop pressée vînt puiser de l'eau quand ce n'était pas encore son tour pour que cela déclenchât une bagarre, de laquelle résultaient souvent des robes déchirées, mais déchirées à un point. Andalé ne raconta jamais ce qu'il y arriva ce matin-là, où son mari la pressait de lui apporter de l'eau pour son bain. Il faut vous dire en effet que, depuis l'installation de la borne fontaine chez nous, la plupart des hommes s'étaient mis à appliquer soigneusement des notions d'hygiène jusque-là inconnues dans notre village. Notamment, ils avaient compris combien il était dangereux d'aller se baigner dans l'eau sale de la rivière. Ils oubliaient que cette eau sale avait rendu bien des services à notre village, sans pour autant s'avérer particulièrement dangereuse, du temps où il n'existait pas encore de borne fontaine chez nous. Et en hommes délicats d'un siècle nouveau, ils demandaient à leurs épouses d'aller puiser de l'eau pour la toilette ou le bain à domicile. Ce matin-là, donc, Andalé arriva à la fontaine publique. Dans son empressement, elle oublia de se rendre compte de la présence d'autres personnes venues avant elle-même. Il y avait là, entre autres personnes, tante Adèle, la femme de mon oncle Gros-Cœur, Dina, une voisine à l'allure mesquine et insignifiante, qui voulait à tout prix passer pour quelqu'un d'important. Mon oncle Gros-Cœur était le seul de notre village qui travailla d'une manière régulière à la ville, et Dina, dont le mari était pêcheur comme la plupart des hommes de chez nous, enviait terriblement tante Adèle. C'est pour cela qu'elle ne manquait jamais l'occasion de lui rappeler, avec quelque mépris dans le ton, qu'elle n'était pas d'un village voisin, mais que mon oncle était allé la prendre loin, des jours et des nuits de marche plus loin dans la brousse. Je me demande pourquoi l'oncle Gros-Cœur était allé prendre ma tante des jours et des nuits de marche si loin dans la brousse. Et puis, ce matin-là, il y avait également la mère Mauvais-Regard. Oui, elle y était, naturellement, direz-vous plus tard, quand vous la retrouverez, car vous saurez alors que dans notre village, on la rencontrait partout, à toutes les heures du jour et de la nuit. Le robinet coulait, lentement, sans se soucier du temps qui passait. L'eau sentait le tuyau neuf. Elle n'était pas limpide, elle avait un fond blanchâtre qui me fait aujourd'hui douter sérieusement de sa propreté. Mais pour nous, c'était de l'eau sortant de la borne fontaine, c'est-à-dire de cette eau qui avait été traitée par les Blancs, spécialement pour être livrée à notre village, comme nous disions, non sans fierté. Cela nous suffisait pour la préférer à l'eau de la meilleure source, si limpide et si pure fût-elle. Nous commencions à entrer gaillardement dans la vie civilisée, celle-là qui avait sans peine conquis les habitants de la grande ville, et nous étions fiers à la pensée que de tous les villages de cette banlieue lointaine, c'était le nôtre qui avait été choisi pour l'installation de la première borne fontaine. C'est bien pourquoi j'avais pris ce ton supérieur en rappelant à Agatha que nous n'avions plus besoin d'eau de pluie pour vivre puisque par tous les temps, et d'un bout à l'autre de l'année, nous disposions d'une borne fontaine au généreux robinet.